Ben, il faut dire que le premier enseignement, c'est simplement que celui qui s'est le mieux préparé et celui qui a eu les plus belles armes à gagner. Maintenant, quand on prend l'angle de Camerounais, il faut se dire que ce CHAN doit être considéré par le Camerounais lambda comme étant un miroir qui aura renvoyé une image, un reflet, celui du véritable niveau de notre championnat et du véritable niveau de nos athlètes. Et si on est dans le véritable niveau de notre championnat et de nos athlètes, du fait de ce que les présidents de clubs ne forment pas, qu'on ne forme pas en sélection nationale, que l'association des médecins ou encore des athlètes ne forment pas, conclusion, le problème, il faut aller le fouiller ailleurs. C'est au niveau de la formation. Peut-être la base. Alors, finalement, ça nous envoie une interrogation. Est-ce que le problème, ce sont les formateurs ou encore les formateurs des formateurs? Il faut se poser de bonnes questions pour finalement arriver à de belles réponses. Sur le plan organisationnel, il faut dire que ça aurait été une réussite. Après 72, après 2016, on s'est rendu compte que le Cameroun a beaucoup appris de ses erreurs et s'est amélioré. On se rend bien compte qu'il y a eu une grosse amélioration par rapport à 2016, qui déjà, pour ce qui est du football féminin, était une réussite. Cette fois, le Cameroun s'est encore installé dans cette mouvance-là qui fait de lui simplement un pays d'exception. Parce qu'aujourd'hui, il se dit pour beaucoup que côté organisationnel, ça aurait été le meilleur des CHAN qui soit, même s'il y a eu quelques couacs du fait aussi de ce qu'il est bien difficile d'être dans la perfection, mais globalement, il se dit de tout le monde et de mon point de vue que sur le plan organisationnel, ça a été une réussite. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Et je crois que tout le monde a apprécié et même s'est ému pour certains du fait que ce Cameroun-là soit passé déjà de la phase des poules. On a vu le tournoi pré-CHAN, on sait par quoi ils sont passés. Sincèrement, sur 10 Camerounais, à peine 2 étaient du fait de ce que cette équipe pourrait passer. Maintenant, qu'elle soit allée au-delà de ce quart de finale-là, je crois que là, cette équipe-là, elle, était déjà en apothéose pour ce qui est de son CHAN. Personne ne les attendait à ce niveau. Ils ont réalisé l'exploit. Maintenant, après l'exploit, qu'est-ce qui a suivi? Là reste la question. Non, il y a un gros problème et je vous le disais d'entrée et c'est pour ça que j'ai été content un peu de votre question, c'est-à-dire que quelles sont les leçons à tirer? Il y a un gros problème. À l'époque, il y en a qui se cachaient derrière le problème infrastructurel. Progressivement, on se rend bien compte qu'on est en train de régler le problème infrastructurel. Peut-être maintenant, il faut repenser un peu aux infrastructures de proximité. C'est vrai, mais maintenant, est-ce que c'est l'infrastructure de proximité qui va donner le talent et le niveau nécessaire à l'encadreur ou encore au formateur? Là est la question. Le vrai problème du Cameroun aujourd'hui, au-delà de ses empêtrements sur le plan administratif, c'est le niveau et la qualité de nos athlètes. Alors, s'ils ne sont pas de bon niveau, s'ils ne sont pas de bonne qualité, du fait qu'eux ne se forment pas, ils ne sont pas dans l'auto-formation, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la formation. Et il ne faut pas se cacher, il faut pouvoir se le dire. Et là, ça nous amène à un fait. De plus en plus, on a une direction technique qui est beaucoup plus concentrée sur le fait de vouloir avoir le mot à dire au niveau de la sélection A. Mais voilà les vrais chantiers. Voilà les vrais chantiers de notre football. La formation par rapport au football local, il faut pouvoir aller évaluer. Difficilement, vous avez eu rendu public des notes d'évaluation de la part de la DTN à la fin d'un championnat, à la fin de Coupe du Cameroun, à la fin même du retour des missions des sélections quand elles sont sorties. Jamais on n'a rendu public une évaluation de la DTN. J'espère pour ma part qu'il va y avoir une évaluation qui va être rendue publique, qui va être mise à la disposition des techniciens pour qu'ensemble, les uns et les autres, voient
quels sont les tares de notre football et aller trouver les solutions ou même les amorces de solutions par rapport à cela. La copie rendue n'a pas été bonne du tout. On a tous compris qu'il y avait un problème nivellement des valeurs. Le Cameroun, dans ce CHAN, fait partie des derniers. Il faut le dire. Ça peut choquer, mais il faut le dire. Techniquement et tactiquement, on n'était pas à niveau. Mais il faut rappeler aux uns aux autres qu'on ne forme pas les joueurs en sélection nationale. Ils partent de quelque part. Le sélectionneur national s'en va chercher les joueurs. Même s'ils sont tous mauvais, du moment où il faut participer à une compétition, il faut bien aller les chercher. Et dans les mauvais, il faut essayer d'aller trouver les moins mauvais. Or, même quand on a trouvé les moins mauvais, on se rend compte que ce qu'ils renvoient, c'est la qualité de leur formation, le niveau individuel des uns et des autres. Par conséquent, il faut qu'on soit un pays qui apprenne à faire l'impasse. Il faut qu'on soit un pays qui apprenne à se donner des objectifs. Et on peut, tel un peu ceux qui s'occupent un peu de la volaille, ceux de ce secteur-là, ils ont un système qu'ils appellent souvent des bandes. Ils font des bandes de poussins et autres. Et on sait que dans 6 mois, on va passer de cette bande à l'autre. Là, on peut aussi mettre un système de bandes de gamins. On peut décider d'avoir des bandes de gamins de 10 ans qu'on met en camp, ceux de 14 ans, ceux de 18 ans. Alors, 4 ans après, les 10 ans seront des U15, les 14 ans seront des U20, les 18 ans vont être pratiquement des A'. Et comment vous faites pour jouer des garçons, 30 garçons qui ont été mis en camp 4 ans durant, mais ils jouent les yeux fermés. Et ça vous permet justement maintenant de commencer à préparer certaines compétitions. Donc je crois qu'il y a tout dans ce pays pour que les choses soient faites normalement. Mais comme on est dans un système d'ego, comme on est dans un système où on préfère sacrifier même ce pourquoi on est arrivé aux affaires pour les poches, pour son ego, c'est ça le véritable problème du Cameroun. Et pire encore, on a la malchance, puisqu'on parle de football, d'avoir un football qui soit contrôlé, par des personnes qui n'ont rien à voir avec le football. Donc du coup, considère le football comme une vache à lait. 2, pas des personnes qui sont passionnées, pour certains, par la pétanque, pour d'autres, par la Formule 1, d'autres par le basket, d'autres par le cyclisme. Donc du coup, ça ne leur dit rien de voir le football s'empêtrer. Ce n'est pas leur passion première. L'intérêt pour eux dans le football, c'est justement ce que le football génère. Bon, on va commencer sur le plan sportif. Première chose, il faut savoir donner la chance aux jeunes. D'accord? On ne peut pas penser qu'on va attaquer une telle compétition et qu'on aille chercher des personnes qui soient au-delà de la trentaine. Qu'on aille chercher des personnes qui sont en train de friser la trentaine. Alors, quelle est l'image qu'on a renvoyée? Le Cameroun est le seul pays qui n'a pas pu mettre sur le marché à la fin de ce CHAN 2 joueurs. Le seul qui a pu intéresser les autres, parce que, 1, son âge, 2, la mobilité, la vivacité, la capacité qu'il a ressorti sur le terrain, à quoi à son mort. À part lui, le Cameroun peut proposer quoi? Rien du tout. Mais regardez, le Niger est arrivé. Dans l'équipe du Niger, on a retrouvé des U17 de 2017. Vous avez vu la Guinée arriver avec un garçon comme Moley Souma. Tout le monde l'a vu progresser sur le continent. Il a été capitaine en U17, il a été capitaine en U20, il arrive avec les A', mais tout le monde l'a vu progresser. Le Cameroun est l'un des rares pays, si ce n'est l'unique pays de cette compétition, où vous n'avez pas vu progresser les joueurs. Vous ne les avez pas vus arriver. Mais comment est-ce qu'on peut se comporter ainsi? Donc je crois que sur le plan sportif, il faut éviter ça désormais. Et maintenant, il faut se mettre en projection, il faut se mettre dans le travail. Le Cameroun n'a pas sportivement préparé son CHAN. Pas du tout. On est resté empêtré dans des problèmes d'ego. Aujourd'hui, on dit le prochain CHAN, c'est dans quelques mois du côté d'Alger. D'accord? En 2022. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour préparer 2022? Rien. Rien. Et on va se retrouver dans la même situation. Donc, pour moi, il faut mettre les uns et les autres au travail. Il faut avoir, de la part de la DTN, une note finale et où on ait des orientations à l'endroit même des entraîneurs. On a des entraîneurs qui n'ont pas de feuille de route. Comptez le nombre de pays, mon cher Zola, sur la planète Terre.
qui ont une direction technique nationale et aller voir que des entraîneurs là-bas n'ont pas de feuille de route qui les viennent de la direction technique nationale. Ça n'existe pas. Les entraîneurs ont une feuille de route parce que chaque pays là a un style. Chaque pays a un style et on vous met là-dedans. Vous devez commencer avec ce style depuis les clubs. Mais au Cameroun, est-ce que ça se fait? Non. Maintenant, sur le plan organisationnel, je crois que il y a pour ma part eu quelques retards à la gâchette sur le plan de la communication. Et je crois que pour la CAN, ça va se rattraper. C'est vrai aussi que dans ce type de compétition, vous devez attendre le là de la Confédération. Mais attendre le là de la Confédération ne veut pas dire que vous ayez des points essentiels de la nation qui n'est pas l'élément de communication. C'est-à-dire pour moi quoi? On ne communique pas pour ce type de compétition simplement pour Douala et Yaoundé. On communique pour l'ensemble du territoire. Alors, vous avez vu des personnes qu'on a interrogées à Garoua un peu partout qui n'étaient même pas au courant des dates par rapport à la compétition. Je crois que ça, il faut améliorer cela. Pour la CAN, on devrait avoir l'ensemble du territoire et même des pays voisins qui soient agressés par la communication par rapport à l'événement au niveau des aéroports, au niveau tout au moins des grandes villes par région. Ça doit communiquer. On doit sentir qu'on se rapproche de l'événement. Et je crois aussi que même si ça a été des bonus, des bons points, je crois aussi qu'il faut aller encore dans l'éducation, dans la formation de ceux en charge de la sécurité. Il y a eu quelques petits couacs sur le plan de la sécurité, la gestion du public, la gestion des hommes de médias, parce qu'il y a eu quelques couacs entre ceux de la sécurité et les hommes de médias, la gestion de ceux qui arrivent au stade, véhiculés, tout cela, je crois qu'on doit pouvoir faire subir aussi aux hommes de la sécurité une certaine formation pour les orienter un peu sur comment ça se passe. Et le gros point pour moi, ça reste dans la sécurité. On doit pouvoir simplement capitaliser sur ce qui s'est passé à Japoma. Après le coup de sifflet final de l'ABI dans ce match Cameroun-RDC, l'envahissement de la pelouse. Et vous avez vu que ça a valu au Cameroun le fait qu'on lui retire le préaccord et même l'accord des 50%, parce que l'envahissement de la pelouse a été totalement négatif. Il faudrait que l'on renforce au niveau des stadiers et qu'on comprenne que, un peu comme ça se fait ailleurs, à 4-5 minutes de la fin du match, on doit avoir un cordon de sécurité des stadiers. Ça participe déjà un peu à psychologiquement garder le public à leur place. Et de deux, ça vous fait savoir que vous n'aurez pas accès. Or, ils doivent tous se tenir par la main, même s'ils sont 1000. Mais c'est comme ça que ça doit se faire. Et ça va démontrer aux uns aux autres qu'on a passé le palier et que sur le plan organisationnel, on est rentré justement dans cette mare de professionnalisme-là.